Bonjour, je vous salue tous et toutes en ligne. C'est une première pour ces conférences de la CPR auxquelles vous êtes fidèles et je vous en remercie. Nous avions dû reporter celle du printemps, mais nous sommes heureux de tenir celle de fin d'année. Et je suis heureux d'y accueillir pour la première fois le nouveau vice-président de l'autorité, Jean-Paul Faugère, qui présidera la séance de cet après-midi, et le presque nouveau secrétaire général, Dominique Labourex, qui me succédera. Il y a 6 mois, presque jour pour jour, nous présentions publiquement le rapport 2019 de la CPR et la situation alors des institutions financières françaises. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas sortis de cette crise sans précédent, imprévue et imprévisible, mondiale et brutale. C'est la première crise économique née non pas des dysfonctionnements de l'économie ou de la finance, mais de la juste volonté de sauver des vies. Les conséquences de ce choc sur le secteur financier sont bien sûr au cœur des préoccupations de la Banque de France et de la CPR, et c'est notre thème ce matin. Mais permettez-moi d'abord quelques remarques sur la politique monétaire avant notre comité des gouverneurs de décembre. Notre enjeu est d'éviter que, tant que le vaccin ne sera pas largement distribué, les effets négatifs de l'épidémie n'affectent durablement l'économie et les perspectives d'inflation. Dans tous les pays de la zone euro et pour tous les acteurs économiques, qu'il s'agisse des États, des entreprises, des ménages, les conditions de financement sont aujourd'hui plus favorables qu'avant le début de la crise, et ce, malgré même la seconde vague. Ceci prouve que nos nouveaux instruments, PEPP, TLTRO 3, mais aussi notre Forward Guidance, sont proportionnés et efficaces, en jouant un rôle autostabilisateur par leur existence même. Face au risque de prolongation des incertitudes, notre premier objectif doit être que ces conditions de financement restent très favorables pour tous, aussi longtemps que nécessaire. Dans ce but, le recalibrage à venir de nos instruments que nous avons annoncé devra attacher une attention particulière, non seulement au niveau de notre soutien monétaire, mais aux questions de durée, de flexibilité et de ciblage efficace. Bref, à la qualité de la transmission de notre politique monétaire. J'en viens à notre sujet de ce matin. Malgré un résultat en forte baisse qui matérialise l'effet de la crise, les banques et organismes d'assurance français font preuve d'une solide résistance. Cette photographie renforce notre confiance, mais ne diminue pas notre vigilance. L'environnement économique est entouré d'une grande incertitude et nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution des risques du secteur financier. C'est d'abord ce diagnostic de confiance vigilante que je veux partager avec vous ce matin. J'en viendrai ensuite aux défis que les banques et les assurances doivent relever au-delà même de cette crise, en évitant de se tromper de priorité. Notamment côté bancaire, la bataille doit porter sur la rentabilité plus que sur la solvabilité. Le diagnostic d'abord. Sur les 9 premiers mois de 2020, avec une chute de près de 39% par rapport à 2019, le résultat agrégé des 4 principaux groupes bancaires français s'élève à 11 milliards d'euros. Ce repli s'explique essentiellement par le plus que doublement de la charge du risque. Et en complément, côté revenus, par un recul sensible des activités d'assurance et de gestion d'actifs. À l'inverse, la banque de financement et d'investissement a globalement bien résisté, avec des revenus en augmentation autour de plus 3%. Un mot sur la dynamique de la banque de détail. Je souligne que la production de prêts à l'habitat a atteint un plus haut historique dans notre pays en septembre, avec 19 milliards d'euros de crédits nouveaux. Démentant au passage les mauvais procès sur la dégringolade supposée de l'accès au financement immobilier qu'auraient entraîné, selon certains, les recommandations de bon sens du Haut Conseil de stabilité financière en matière d'octroi.
Bien que réel, l'effet de la crise ne remet pas en cause les fondamentaux solides des banques françaises qui ont poursuivi, il faut le souligner, leur progrès en solvabilité. Depuis 2008, leurs fonds propres ont plus que doublé. Les 4 premières banques françaises affichent à fin septembre un ratio de solvabilité supérieur à celui de leurs homologues européennes et américaines, à 14,6% en moyenne, soit plus 56 points de base, ce qui est significatif par rapport à fin 2019. Pour les organismes d'assurance, malgré une baisse de 28 points de pourcentage de leur taux de couverture entre fin 2019 et le troisième trimestre 2020, leur solvabilité globale demeure très solide, autour de 239%. Ceci, et là aussi je veux le souligner, est un atout pour l'économie française et pour sa reconstruction après la crise. Je veux saluer aussi le rôle clé de l'assurance dans le bon financement de nos entreprises, même s'il peut être encore développé, j'y reviendrai. Cette résilience tient à l'effort des institutions financières elles-mêmes, mais aussi, pour beaucoup, à l'action des autorités publiques. Ménages et entreprises traversent ce choc grâce notamment à ce que j'ai appelé le bouclier de trésorerie mis en place par les pouvoirs publics. Et il faut saluer le succès sans équivalent des prêts garantis par l'État et activement distribués par les banques. Ils se distinguent en Europe tant par leur montant total, 125 milliards d'euros, 3 fois plus qu'en Allemagne, que par leur ciblage réussi vers les TPE et PME. Toutefois, le contexte d'incertitude économique prolongée que nous connaissons appelle une vigilance renforcée sur la santé financière des banques et des assurances. Vous le savez, l'économie de la zone euro connaîtra en 2020 sa récession la plus importante depuis la création de la monnaie unique et même depuis la dernière guerre. Elle ne retrouvera son niveau pré-crise qu'au plus tôt fin 2022. L'économie française, elle, a plongé plus que la moyenne au deuxième trimestre, moins 14% contre moins 12%, mais rebondit nettement plus fort au troisième trimestre, plus 18% contre plus 12% pour la moyenne de la zone euro. Ce double mouvement se reproduira peut-être de la fin 2020 sur le début 2021. Mais si le choc du nouveau confinement que nous vivons aujourd'hui apparaît 3 fois moins lourd que celui du printemps, ces effets pourraient être plus persistants, notamment sur nos capacités d'offre dans les secteurs les plus touchés. Et à l'évidence, les incertitudes restent fortes sur 2021 en attendant le plein effet des vaccins. Il faudra donc suivre avec vigilance l'impact de la forte poussée du chômage au premier trimestre 2021, ainsi que le niveau de défaillance des entreprises, même si celui-ci reste jusqu'à présent à un niveau modéré, inférieur à celui constaté en 2019 et 2018. Des dispositifs de quasi-fonds propres publics pour conforter les entreprises seront donc nécessaires, tout en assurant leur indispensable sélectivité par la présence systématique souhaitable de co-investisseurs privés, qui peuvent être les institutions financières. Au-delà de cette incertitude, nous avons toutes les raisons de penser que les institutions financières françaises, y compris dans des scénarios économiques sévères, seront suffisamment solides pour traverser cette crise. Leur rentabilité pourrait en être affectée, leur solvabilité resterait suffisamment élevée. 2 facteurs expliquent cette meilleure résistance. Leur situation au terme de cette année 2020, meilleure qu'anticipée, je l'ai dit, et surtout le rôle capital joué par les dispositifs de soutien public qui ont prouvé leur efficacité. Il est ainsi clé que ces dispositifs publics soient prolongés dans la mesure même où la crise se prolonge. J'en viens à mon deuxième point sur les défis à traiter au-delà même de la crise, car cette situation globalement rassurante n'est évidemment en rien un appel au statu quo.
Les banques et les assurances le vivent. La crise Covid agit comme un accélérateur de leur mutation face aux grands défis structurels qui sont les leurs. Encore faut-il ne pas se tromper de débat ou de combat. Le sujet est aujourd'hui beaucoup moins celui de la solvabilité que de la rentabilité des institutions financières françaises. Pour relativiser ce débat sur la solvabilité, alors je note certes que beaucoup de demandes, voire de plaintes du secteur financier se focalisent encore, à nouveau, sur les sujets de solvabilité. Excessivement, me semble-t-il. Commençons par le discret retour d'une musique contre Bâle III. Je crois que nul ne peut contester sérieusement que les règles de Bâle aient empêché 7 fois, cette année, la crise économique de dériver en crise bancaire. Et nul ne peut prétendre sérieusement que ces règles freinent le crédit aux entreprises. Il a augmenté de 12% depuis un an dans notre pays, en particulier le crédit aux PME, en hausse de 18%. Et donc oui, je le redis, la France doit rester engagée à une mise en œuvre complète de l'accord de Bâle III, mais une mise en œuvre qui demeure équitable, raisonnable et définitive. Équitable, en particulier quant au parallélisme effectif avec les États-Unis, raisonnable quant à l'application notamment de l'output floor, et définitive car il n'y aura pas de Bâle IV. Le report d'un an déjà de la mise en œuvre de l'accord a matérialisé en outre la volonté du GIOS et du comité de Bâle de limiter la charge opérationnelle qui pèse sur les banques. Parallèlement, des mesures vigoureuses ont été prises pour permettre à celles-ci l'utilisation des coussins de fonds propres et de liquidités et ainsi de soutenir le financement de l'économie. Les banques sont invitées à utiliser ces flexibilités autant et aussi longtemps que nécessaire. Permettez-moi de le dire, il est parfois paradoxal de demander un assouplissement hypothétique de Bâle III, mais de ne pas utiliser les souplesses réelles à disposition. Pour donner plus de confort sur leur emploi, nous, superviseurs, devons être clairs sur l'horizon suffisamment long de reconstitution de ces coussins après que la crise sera terminée. S'agissant des dividendes, ma conviction est qu'il faut savoir, pour paraphraser Molière, être sage avec sobriété. Incontestablement, la mise en œuvre de l'intégralité des résultats bancaires a été en 2020 une mesure efficace pour soutenir la solvabilité. Mais deux arguments plaident maintenant en faveur d'une ouverture prudente vers une distribution, dont il faudra discuter les modalités au sein du mécanisme de supervision européen. Le premier tient à la capacité de résistance des institutions financières à des chocs très importants qui illustrent, je l'ai dit, leur situation à la fin 2020. Le second argument, stratégique dans le contexte actuel, vise à préserver l'attractivité des institutions financières et aussi des assurances pour les investisseurs. Attractivité indispensable pour lever du capital. Et ce, d'autant plus que la plupart des juridictions hors d'Europe semblent se diriger vers au moins une libéralisation contrôlée. Sur la solvabilité des organismes d'assurance, nous progressons au sein de l'EIOPA vers un compromis autour de la revue de solvabilité 2. Incontestablement, et la crise sanitaire le confirme, Solva 2 a contribué à sécuriser le secteur européen de l'assurance. À ce stade, la revue aura un impact neutre, au moins hors choc de taux, en termes d'exigence de fonds propres. Et c'est une bonne chose. Par ailleurs, le calendrier, avec une entrée en vigueur au plus tôt en 2024, donnera un temps précieux aux organismes d'assurance. Il conviendra d'une part de mettre à profit ce temps pour adapter les modèles d'assurance aux modifications apportées sur le choc de taux d'intérêt et d'autre part de se saisir des avancées importantes, notamment sur le sujet très important du traitement de l'investissement de long terme en actions.
Mais le vrai défi côté bancaire est celui de la rentabilité. Je l'ai dit en mars dernier, je le dis encore plus clairement, en mai dernier, pardon, mais je le dis encore plus clairement aujourd'hui. Le secteur bancaire européen n'a, comparé aux banques américaines, une rentabilité ni excessive, ni même suffisante. Il y a là de multiples causes, j'y reviendrai. Mais, incontestablement, l'environnement prolongé de taux bas a mis sous pression la rentabilité des acteurs financiers, banques comme assurances d'ailleurs. Le reconnaître ne vaut pas condamnation des taux bas. Ils sont la traduction de tendances structurelles de taux bas et ils sont mis en œuvre pour le bien commun. Mais le reconnaître vaut nécessité d'adaptation. Ainsi, depuis septembre 2019, notre Conseil des gouverneurs sait compenser les effets des taux bas. C'est l'objectif du tiering, qui réduit chaque année le coût des taux négatifs de plus de 4 milliards pour l'ensemble des banques européennes, dont environ 900 millions pour les établissements français. Et de plus, le taux d'emprunt désormais bonifié des TLTRO à moins 1%, qui est inférieur au taux de dépôt à moins 0,5 jusqu'en juin prochain, a également un effet tout à fait significatif. Mais il y a, à côté des taux bas, des défis structurels qui reviennent aux stratégies de numérisation et de consolidation des institutions financières elles-mêmes. La digitalisation accélérée des processus et des réseaux permet des économies fondamentales pour l'avenir et elle est indispensable pour fidéliser les clients, notamment les plus jeunes. L'efficience passe également par l'émergence d'un véritable marché unique bancaire en Europe. Il faut accélérer la formation de véritables groupes bancaires pan-européens susceptibles de capitaliser sur leur taille et de développer des économies d'échelle face précisément à ces investissements numériques qui sont des coûts fixes. Le secteur financier européen demeure encore trop fragmenté et trop vulnérable aux chocs asymétriques. Pour les organismes d'assurance, le défi de rentabilité en environnement de taux bas passera inévitablement par l'adaptation des modèles d'affaires. L'alliage de la sécurité, de la liquidité et du rendement, qui a tant fait pour le succès du fonds euro en assurance vie, n'est plus tenable. La diversification des avoirs de la clientèle vers des supports en unités de compte ne doit cependant pas constituer la seule, ni sans doute la meilleure alternative. Le secteur des assurances doit repenser son offre. Une épargne moins liquide, plus longue, doit pouvoir réunir une certaine protection du capital et le meilleur rendement des actions, en prolongeant, en amplifiant l'élan donné par la loi Pacte, le développement d'eurocroissance et surtout l'épargne retraite. Je conclus en relevant que c'est sur cette ligne de crête étroite entre confiance et vigilance que les équipes de la CPR et du MSU à l'échelle européenne œuvrent sans relâche depuis le début de cette crise. Permettez-moi là aussi de saluer leur travail. C'est notre exigence pour sécuriser avec pragmatisme les institutions financières et pour leur permettre de se concentrer sur leur mission première au service des Français. Je voudrais le souligner, est-ce qu'il y a, in fine, une meilleure preuve de la nécessité d'une intermédiation financière forte que cette crise? D'un côté, 90 milliards d'euros d'épargne supplémentaire des Français. De l'autre, des dizaines de milliards d'euros de besoins additionnels des entreprises quant à leurs fonds propres. Il ne s'agit pas d'exposer directement les épargnants individuels à des risques trop élevés. Mais il s'agit d'innover dans les offres bancaires et d'assurance pour mobiliser l'épargne française au service de la reconstruction et des investissements privés. Et il s'agit d'accélérer dans la transformation schumpeterienne, si vous me permettez l'adjectif, des institutions financières elles-mêmes. À cette conviction, cette rude crise pourra aussi être notre chance. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à
à Dominique Laborec.